Alors, je voudrais ce soir un peu avancer par rapport au titre du séminaire. C'est-à-dire essayer de déchiffrer ce qu'il peut chiffrer. La voie de l'inconscient. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire un discours sur la voie, ni sur l'inconscient. Ça n'empêche pas que je vais essayer de dire quelque chose de l'expérience de la voie lyrique. Pourquoi lyrique? Bon, la lyre. La lyre, c'est Apollo. C'est les Olympiens. Puis d'emblée, on part sur la question de quelque chose qui touche au mythe chez les Grecs et qui touche au mythe chez les Grecs. Et évidemment, si on essaie de dire quelque chose de ça maintenant, c'est à partir d'un point qui est le point que nous sommes, chacun, le point que nous sommes. J'ai fait un petit texte là-dessus, sur mon site, vous pouvez le trouver. C'est-à-dire que nous sommes radicalement, c'est là qu'on trouve l'intérêt du noble borromien de Lacan, nous sommes tressés, tiraillés et tressés à partir de trois dimensions, le réel, le symbolique et l'imaginaire. C'est comme ça. C'est là où conduit la découverte de Freud, la découverte de l'inconscient. Non, il ne l'a pas dit comme ça, bien sûr, mais il l'a transmis, puisque Lacan a pu le dire. Alors, je vais revenir. Ce qui est difficile à déchiffrer par rapport à ce titre, c'est que ceux ou celles qui chantent de façon lyrique, eh bien, ils n'en disent rien du tout. Donc on a des commentaires faits par des connaisseurs, c'est-à-dire des universitaires ou des gens de conservatoire, sauf quelques-uns, ils sont très rares, qui sont capables d'apprécier ce qu'est une voix. Voilà. Et ce que je voudrais aborder aujourd'hui, ou plus exactement la voie que je vous propose, eh bien sûr, c'est de partir de quelque chose qui ne peut pas être quantifiable. Qui ne peut même pas se prévoir. Et c'est dans ce secteur-là que se joue la dimension de la jouissance en regard du langage. Alors, ce qui ne peut pas se prévoir, c'est la dimension du divin. Et vous savez que ce mot divin parcourt l'histoire et le développement de l'opéra par le biais de la diva. Donc, c'est pas parce qu'on monte à une certaine hauteur que forcément ça suffit pour en dire quelque chose. L'hypothèse que
dirais que je lancerai ce soir, je bats mes cartes un peu comme ça maintenant, c'est ceci, c'est que si l'inconscient, ce n'est pas que l'être parle, mais qu'en parlant, il jouisse, avec, écrivez jouir comme vous voulez, ça s'écrit de différentes façons, mais c'est certainement pas une histoire de plaisir, c'est pas l'hédonisme. Alors c'est qu'en parlant il jouisse et qu'il ne veuille rien en savoir du tout. Voilà le tricot, l'imaille qui partait dans tous les sens et puis qui on tire et on arrive à faire un point. C'est de le dire. Donc, qu'est-ce qui peut advenir si l'être parlant, je ne dis pas même pas l'être humain, l'être parlant, en sachant que l'être parlant, c'est déjà beaucoup dire, parce que le participe présent est excessif, c'est l'être parlé. On est tous des êtres parlés, déjà. Hein. Parlant parfois. Justement, c'est ça. C'est ça l'histoire de la jouissance. Ça ne survient pas comme ça. Hein. Autrement dit, qu'est-ce qui peut bien faire que et j'ai remarqué l'apparition de l'opéra. Grosso modo, il survient au moment où se développe le siècle des Lumières, c'est le début du XVIIe, hein. C'est quasiment Descartes. Hein. Évidemment, l'apparition de l'opéra, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'apparition de la voix lyrique, avec tous les interdits qui vont être portés sur la voix de la femme qui chante, puisque tout le départ de l'opéra va être mis en place par le fait que ça va être des castrats qui vont remplacer les voix féminines. Mais, bon, ça c'est connu, c'est pas des femmes au sens de l'opposé aux hommes que je voudrais un peu comme ça interroger là. C'est la dimension du féminin, propre à l'être parlant. Eh bien, ce que je peux dire, c'est bien sûr mon expérience, mais enfin, bon, c'est aussi l'expérience que je veux dire, avoir un peu comme ça rencontré chez certains, et puis voire chez certains collègues psychanalystes, c'est que dès que la voix vient toucher à quelque chose, c'est ça la question, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Eh bien, tout se passe comme si ce quelque chose, je dirais, on n'y avait pas droit. Ce quelque chose, c'est quelque chose de l'ordre du divin. Et c'est pas que la hauteur de la voix, c'est le timbre de la voix. C'est-à-dire que il y a bien sûr parmi les chanteurs des voix presque spontanées, disons naturelles. C'est difficile d'en parler avec les chanteurs parce que il y a quelqu'un qui d'emblée peut monter, etc., qui va former sa voix, mais qui d'emblée a une tessiture suffisante, chez les hommes comme chez les femmes, ça c'est pas un problème, hein. Sachant que les femmes chantent à l'octave au-dessus des hommes, enfin ça c'est... Et puis il y a quelque chose qui est dans la langue aussi, par exemple, si on est tout à fait dans
dans ce que j'essaie de dire, on va pas dire la soprano. On dit le soprano de la Calas. Le soprano de la Calas. Soprano, évidemment, en italien, ça veut dire en haut. Hein, on comprend, mais il y a comme ça quelques petites choses dans le... Très peu de gens qui disent ça en général, on dit la soprano. Hein. Tu sais qu'on veut dire le soprano de Domingo, par exemple. Bien sûr. Hein. Vous voyez qu'il y a... Ça remue un peu parce que c'est pas prévu comme ça, quoi. On ne peut pas parler du soprano d'un ténor. C'est pas les mêmes. Hein. Si on veut rester dans les choses définies. Donc, qu'est-ce que c'est que ce soprano? Est-ce que c'est par exemple dans la langue, est-ce que c'est masculin? C'est pas du tout évident, je trouve que c'est indifférencié. Hein. Puisque justement, ça peut convenir aussi bien à ceux qui sont sous la bannière homme que celles qui sont sous la bannière femme. Ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose, évidemment, qui est créé, et ça renvoie à la dimension que Lacan développe beaucoup, qui est celle de la contingence, hein, ceux qui cessent de ne pas s'écrire, quand tout à coup ceux qui cessent de s'écrire cessent, c'est-à-dire ceux qui ne cessent pas de s'écrire, eh ben, c'est la nécessité ne cesse pas. Hein. Si ça ne cesse pas de s'écrire cesse, alors quelque chose cesse de ne pas s'écrire. C'est la contingence. Cette dimension de la contingence, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui se pense, qui se prévoit, qui se pense, qui est de l'ordre justement des Lumières, qui est de l'ordre, pour aller un peu vite, de l'ordre de la science tout simplement, qui va apparaître là, dans la suite de la Renaissance, pas le Moyen-Âge. Et donc, quelque chose qui peut cesser de ne pas s'écrire. Mais, ce quelque chose qui peut cesser de ne pas s'écrire n'est pas calculable, n'est pas prévisible. Alors, lorsque ça a parcouru Freud, ben évidemment, il faut en Lacan pour trouver les traces. Hein. Quand Lacan commence le séminaire sur les noms du Père, hein, les noms du Père, vous savez qu'il avait commencé un séminaire comme ça et qu'il l'a arrêté. Il l'a arrêté parce que c'est au moment où il était excommunié de la communauté internationale des psychanalystes. Il l'a arrêté dans le séminaire, tout simplement. En disant, je ne le reprendrai jamais. Alors, il reprend, mais sans doute qu'il y a presque 10 ans d'intervalle, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment. C'est sûr, c'est pas la même chose qui est en jeu. Mais quand il démarre ce séminaire, il commence le séminaire justement en essayant de... Qu'est-ce que c'est que l'air? Qu'est-ce que c'est que l'air? Vous savez que l'air, ça s'écrit de beaucoup de façons. Hein? A-I-R-E, l'air. L'air, on voit l'arrière, hein? Alors, l'arrière, hein, l'air. Hein? Et puis, bien sûr, R-E, etc. Et puis, iterare, toute l'articulation de l'origine de ce mot, R-E. Et puis, derrière tout ça, il y a bien sûr celui qui ne cesse d'errer, c'est l'image, dit-il, prend ça, je crois, peut-être chez Saint-Augustin, c'est l'image du viator, qui passe sa vie en voyageur, comme ça, sur un mode d'horizontalité assez extraordinaire, à attendre, c'est Saint-Augustin
Augustin, attends quoi? Ben oui, attends, ça ne sert qu'à une seule chose, la vie, c'est quelque chose qui nomme effectivement comme étant quelque chose qui a à voir avec la jouissance, mais ce n'est pas celle dont on parle, qui pourra advenir après la vie. Et vous voyez qu'on est dans le système de pensée habituel, binaire, hein, où il y a la vie, la mort, avec toute la confusion que Freud fait lui-même entre le mort, la mort et l'inanimé. La mort et l'inanimé, c'est pas du tout pareil, hein, évidemment. Et puis cette question de la dualité, ça nous amène évidemment à ce qui se passe au niveau du corps, et ce qui va être décrit, le germen, le soma, hein. Cette dualité qu'on connaît bien, qui est celle qui pose actuellement un certain nombre de questions, hein, qui excite beaucoup les gens, c'est la dualité entre l'homme et la femme. Puisqu'on se base sur ce qu'on voit, même si c'est au microscope, hein, sur les caractères primaires, secondaires, les caractères sexuels, primaires, secondaires, tertiaires. On ne se base pas du tout sur ce qui peut s'entendre, ce qu'on voit. Alors, je reviens à la question de la voix lyrique, et évidemment, comme j'ai un parcours qui n'est pas celui des autres chanteurs ou des autres commentateurs ou des autres professeurs de conservatoire, hein, qui vont expliquer, puisque un professeur c'est ça, c'est quelqu'un qui explique, il est là pour faire comprendre. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à transmettre. Hein. Eh bien, quand vous prenez, et on est bien obligé de le reconnaître, c'est de plus en plus comme ça maintenant, hein. Si vous prenez la façon dont on... Prenez par exemple, si vous l'allez à l'opéra, dites, voilà, ils m'ont passé, j'ai reçu récemment le programme de l'an prochain de l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qui est dit sur les... Alors, bien sûr, les titres des œuvres. Là, il va y avoir Aïda. Bon, très bien, c'est fantastique cet opéra de Verdi. Mais on pourrait quand même, au lieu de savoir le metteur en scène, le chef d'orchestre, pourquoi pas, on pourrait quand même avoir le nom des chanteurs. Mais on n'a aucun nom sur la voix qui chante. Or, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir qui va chanter. La mise en scène, après tout, enfin pour moi, c'est pas quelque chose d'important. L'important, c'est que la mise en scène ne soit pas tellement, je ne sais pas comment il faut dire, mais tellement inappropriée qu'elle empêche d'entendre. Déjà pas mal. Donc, la question de la voix, vous voyez, le développement de la raison, des lumières, de la science, avec tout ce à quoi tout ce que ça nous apporte, qui peut être intéressant, hein, des petits trucs comme ça, les iPods, les iPads, les iPhones, c'est intéressant. Hein. Tablette, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ceci, et ça marque, évidemment, ça marque nos enfants, bien sûr, nos petits-enfants, évidemment. Hein. Ça les marque, non seulement parce qu'ils vont peut-être pas beaucoup connaître la grammaire, mais parce que, hein, si vous allez, vous mettez Jonas Kaufmann, c'est un ténor spécialiste de Wagner, je crois qu'il habite Zurich, qui a une interprétation de Wagner, mais qui chante aussi évidemment des opéras italiens, hein, assez extraordinaire. En plus, il est jeune, il a 35-40 ans, il est beau, il plaît, etc. Enfin, il a tout pour lui. Là, après, la seule chose, c'est qu'il n'a pas de la technique vocale
qu'il est en train de perdre sa voix. C'est-à-dire que dès qu'on arrive au niveau du La, même La bémol, hein, ben la voix devient complètement blanche. Je chante comme ça. Bon, un peu plus fort que ça, c'est un peu plus. Après, c'est un peu ça. Mais il est extraordinaire. Il y a une interview de lui que vous pouvez écouter. Il parle bien l'anglais, langue, etc. Il parle évidemment allemand, il parle, je pense aussi l'espagnol, il parle l'italien, etc. Et une interview sur YouTube, vous pouvez trouver une interview où il parle de l'opéra Wagner, que Wagner reconnaît comme le plus italien, qui est Lohengrin. Bon. Donc, et lui-même le reconnaît, il reconnaît le problème qui est posé par un certain nombre de metteurs en scène, hein, mais surtout le fait que, dit-il, moi si j'ai un conseil à donner à des jeunes qui veulent chanter Wagner, je leur dis chantez d'abord l'opéra italien. Parce que vous n'allez pas chanter pareil Wagner si vous avez déjà chanté l'opéra italien. Je crois que c'est vrai. Bon. Tout ça pour vous. Je reviens à la voix lyrique et au fait que, effectivement, cette voix, elle va s'appuyer sur quoi? Sur les vocalises, sur les voyelles. Évidemment, c'est ça. Tout est là. Comment un I, un U, un A, un O, un E, un E, comment ça peut se chanter quand on s'approche du divin? Et comment, lorsque ça se chante avec une voix qui est projetée, comment, à ce moment-là, le timbre peut venir toucher l'auditeur? C'est ça, voilà. En sachant que, bien sûr, eh ben, ça réveille, évidemment. Et que c'est dès que vous le savez maintenant, ça peut devenir insupportable. Infernal. Infernal. Le divin est infernal. Bien sûr, c'est pas toute chose. Non seulement parce qu'ils n'arrêtaient pas de se quereller entre eux, mais les Olympiens, je parle pas du divin, du monothéisme, je viens chez les Grecs, avec tout le monde. Les Romains, c'était un peu plus. C'est un peu autre chose, mais les Romains avaient une telle dette vis-à-vis des Grecs que c'est difficile de parler de la culture romaine sans. Ah oui, sans. Ce qu'ils ont fait, ils ont annexé la Grèce et puis ils ont récupéré tous les Grecs qui avaient de la valeur sur le plan philosophique, sur tous les plans, etc., culturels, puis ils les ont ramenés. Ils les ont ramenés parce que ça leur a permis, comme ça, d'accéder à certaines choses auxquelles ils ne pouvaient pas accéder directement. Et, alors là je vais un peu vite, mais je pense que j'en parlais juste la dernière fois, je peux d'autant plus en parler que il y a quelques semaines, on est allé pas spécialement dans le Vésuve, hein, on est allé à Pompéi, et puis je voulais voir absolument cette fresque dont je vous ai parlé l'an dernier, la Villa des Mystères, parce que c'est quasiment l'initiation dionysiaque transmise aux Romains. Donc on en parlera un peu, je pense. Et ça pose la question de la création artistique, parce que justement, on voit bien les interprétations qui sont données selon, on pourrait dire, les formations de ceux qui les... Selon, oui, les formations, la pensée, l'importance de la pensée, comment elle fonctionne. Il y a des formations très universitaires, bien sûr, hein. Mais c'est pas du tout ça, la Villa des Mystères. D'ailleurs, c'est dans un endroit bien particulier de la Villa des Mystères, cette affaire-là, mais c'est un texte. Voilà, c'est un texte. C'est une fresque, mais c'est un texte. Alors, c'est un texte, ça a déchiffré. C'est un chiffrage. C'est comme un rêve, c'est un chiffrage. Voilà. Autrement dit, chacun peut le déchiffrer. La psychanalyse, c'est ça. Le discours analytique, c'est ça, exactement.
Et sur l'éthique, ça consiste à déchiffrer. Et dès qu'on y met du sens, c'est-à-dire de l'imaginaire, le déchiffrage s'arrête, c'est fini. C'est terminé. Et que plus on va déchiffrer, moins on aura besoin de sens, et bien plus on va pouvoir avancer. Dans quoi? Ben, c'est ça le problème. C'était bien un petit peu dans ce qu'il en est de ce divin-là. Ou du moins, dans ce que les êtres parlants ont supposé être le divin, parce que c'est ça la question. Toujours. Les dieux. Les dieux. Hein? Ils existent. Ils existent parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des... On va revenir, on va pas plus parler d'êtres parlants, parce qu'il y a des humains qui les mettent à cette place-là. Hein, c'est la dialectique du maître et de l'esclave, tout simplement. S'il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus de maître. Hein. Finalement, celui qui est dépendant, c'est le maître, hein, c'est pas l'esclave. Hein. Bon, alors, ça nous amène, cette question, vous voyez, cette question de la voix. Alors, je vais peut-être un peu dire quelque chose que j'ai écrit quand même. Hein. Ça nous amène à ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire, au fait qu'un jour, Freud, d'avoir une petite, peut-être un peu gratté, je ne sais pas par quoi, mais il s'est mis à écrire un truc qui s'appelle Die Grenzen der Deutungsbarkeit. Les limites de l'interprétation. Deutungsbarkeit, c'est-à-dire de ce qui est possible d'être interprété. Enfin, Deutung, c'est pas tout à fait interprété, mais on va le prendre comme ça. Hein. Bon. De la possibilité, voilà. Bon. Hein. Seulement, il a mis ça, il voulait mettre ça un peu comme remarque, comme addenda à la science des rêves, qu'il avait écrit bien avant. Hein. Le texte, je crois qu'il doit être de 1915-16, la science des rêves, vous savez, ça a paru en 1900. Hein. Il y a eu des rééditions. Et il a eu l'idée, et je pense que c'est génial, hein, divine, on pourrait dire absolument, c'est de mettre ce texte avec un autre petit, c'est trois pages, hein, c'est pas très important. Hein. C'est très dense. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le séminaire déjà. Hein. À côté d'un autre texte qui est Rêve et télépathie. Alors ça va pas du tout. Ça n'allait pas du tout. On ne pouvait pas mettre dans les œuvres complètes. Rêve et télépathie, et puis les limites de l'interprétation du rêve. C'est pas limites de l'interprétation. Ce qui fait que on a laissé Rêve et télépathie, mais on n'a pas publié les limites de l'interprétation. Censure. Et c'est apparu bien après la mort de Freud, c'était publié bien après la mort de Freud en 1952, lors de la publication du chapitre 1 de la science des rêves. Vous pouvez le trouver dans le chapitre 1 de la science des rêves. Or, dans ce texte, Freud, vous voyez, en bon stoïcien, en bon saint Thomas d'Aquin, explique la chose suivante, que le rêve sert, d'une part, à transformer des éléments de la veille, hein, c'est la dimension de l'utile, puis surtout il y a autre chose. Alors là, il y a Lacan qui s'est arrêté là-dessus, évidemment, les autres ils disent là-dessus, il y a autre chose, c'est qu'il peut arriver, c'est pas dit comme ça, hein, on va dire comme ça, hein, puisqu'on déchiffre. Chacun déchiffre à sa façon, il n'y a pas un déchiffrage universitaire, c'est pas possible. Hein. Il peut arriver parfois que le rêve ait une autre fonction. Celle de fournir un Lustgewinn. C'est un gain, hein, Gewinn. Un gain de plaisir, littéralement. C'est pas un gain de plaisir, bien sûr. Compliqué la langue allemande est là.
elle n'a pas tellement la notion de ce que la langue française appelle le jouir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les différentes possibilités d'écrire jouir, c'est-à-dire que c'est aussi bien dire oui que jouir que ouïr. Hein, c'est très riche en français le mot jouissance. Hein. On peut l'écrire de beaucoup de façons. Et Lacan va prendre dans ce texte, justement parce qu'il a été censuré. S'il a été censuré, il a évidemment de la valeur. Ah oui. Tout ce qui est censuré, hein. Ah oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut attendre du développement de la conscience? Réponse, la censure. On est en plein dedans. Plus on explique la conscience, plus on le censure. Voilà, c'est tout simple. Pourquoi? Parce que la conscience, ça ne s'explique pas. Ça n'a rien à voir avec le sens. Voilà. Ça a à voir avec la jouissance. Donc, comment en parler? Dans la pratique, qu'on soit analyseur ou analyste, hein, il arrive à un certain moment à pouvoir entendre quelque chose de cet ordre. Parfois, quand ce qui ne cesse pas de s'écrire, cesse. Quand ce qui ne cesse pas, il faut user, outil, en latin, outil, au maximum. Hein. Il faut user, pour qu'apparaisse le jouir. Ça s'éplie depuis longtemps d'une certaine manière. Mais, on pourrait dire que l'expérience de la parole vise à ça. Et je rajouterai l'expérience de la voix qui parle, ou de la voix qui chante, parce que c'est ça quand même derrière, c'est pas qu'un instrument. Hein? Ou si c'est un instrument qu'on va bien calibrer, qu'on va accorder, on apprend tout ça, hein? Le larynx, un instrument avant, donc il faut une certaine pression, enfin tout ça, etc., pour qu'il fonctionne. Il y a un moment où effectivement, là, on chante comme quand on se met au piano, c'est-à-dire qu'on se met en position, pof, ça y est, ça part, ça sort. Comme quand on joue sur un clavier. Il faut du temps, il faut apprendre que ça. Hein. C'est toute la question de ce que je disais la dernière fois, de la jouissance phallique, c'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre, etc., à fonctionner, savoir comment on fonctionne au niveau du corps, qu'est-ce qui traverse le corps pour arriver à produire des choses. Et après, on arrive, vous voyez, l'utile, c'est tout ça. Hein. Il faut bien arriver à créer l'instrument, le violon il est là, hein, le piano il est là, évidemment du chanteur. Il l'a toujours avec lui. On va y faire attention d'ailleurs, hein, courant d'air notamment. Et il peut arriver effectivement parfois qu'il y ait ce plus. Comme dit Marx, cette plus-value, même pas. Marx touche quelque chose, mais la plus-value, c'est pas du côté des propriétaires, des maîtres, de ceux qui possèdent la plus-value, du côté du producteur. Alors on va laisser tomber les travailleurs et puis les autres, on parle du producteur et du produit, c'est tout. Alors, le producteur, ben, c'est le chanteur, c'est l'être parlant, c'est celui-là. Et il est parlant, et non seulement, il n'est plus seulement parlé à ce moment même, où, c'est ça le participe présent, le présent du présent, au moment où il fait entendre quelque chose auquel. Ça, c'est une question, je n'ai jamais vu cette question à poser comme ça, hein, parce que dès que vous allez en parler avec des techniciens, quoi, hein, ceux qui vous apprennent à chanter, hein, qui sont les mêmes que ceux qui accordent, c'est la même chose qu'accorder un piano. Hein. Pareil. Hein. On a vu récemment un film qui s'appelle Piano, vous pouvez trouver ça sur iTunes, qui s'appelle Pianomania, c'est extraordinaire, c'est un technicien qui est passionné par la façon de trouver dans un piano différentes variétés de timbres et de sons que lui demande le pianiste pour tel ou tel moment. Donc il donne un tout petit coup il resserre un tout petit coup les cordes et hop, ça donne une autre chose. Hein. Bien. Donc il faut bien cette formation-là, il faut bien ceci. Mais ce que je suppose, c'est ce que je dirais, c'est un petit peu mon truc là, mon plus de jouir de Lacan, que je lui emprunte, Père Lacan, là, cette affaire-là,
il y a quelque chose de plus, une plus-value qui peut advenir, mais il faut la payer. Il y a un prix à payer. Le prix, on pourrait penser que c'est l'apprentissage. L'apprentissage de la technique. Bon, je l'ai pensé longtemps, je ne crois pas que c'est ça. Je ne le pense plus maintenant. Le prix, c'est quand on touche à certaines choses, c'est ça le divin et le divin. C'est tragique. L'existence du divin, la fin de l'existence des divas, hein, du féminin de l'être humain, c'est pour ça qu'on ne va pas dire niveau, hein, ça fait un peu bizarre, hein, une diva. Mais une diva, c'est aussi bien un ténor, évidemment. On n'est plus sur l'histoire de l'homo, de l'hétéro, machin, c'est pas ça. Vis-à-vis du langage, la part féminine, c'est même pas une part qui est à côté de l'autre. Il faut que tout ça, ça stresse, ça fasse une tresse, cette affaire-là. Hein. Bien. Eh bien, il y a quelque chose, effectivement, qu'il faut arriver à payer. Il y a un prix. Et le prix, ça peut coûter tellement cher que la chair de la voix peut tomber, peut devenir plus rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent leur voix. Définitivement. Une autre façon de payer, comme ça sur le mode du symptôme, c'est tous les nodules, hein, vous avez entendu. Pour ça, je ne vais pas refaire un couplet sur les nodules, hein, les chanteurs. Et, alors, est-ce que c'est ça payer? Hein? Donc on est dans les monoprix, dans tous les machins comme ça, il y a du prix partout. Je pense qu'il y a une autre façon de payer, Freud appelait ça la sublimation. Bon, c'est un peu rapide, hein. C'est quoi? Je vous en ai parlé, à partir de la façon dont Lacan parle d'Antigone. Que cet entre-deux morts, où elle va, où elle disparaît. On ne sait plus. Ben, c'est de ça dont j'essaie de parler. Elle arrive dans ce lieu-là. Alors, je vais m'arrêter quand même, parce que j'en ai encore bien pour une heure. Hein. On en parlera la prochaine fois. Ça va nous permettre de nous introduire à quoi? Ce que j'ai mis plus bas, à la dimension de l'occulte. L'occulte, définition de l'occulte dans le dictionnaire, tout ce que la science ne peut pas expliquer. Voilà, c'est facile. Hein. Vous voyez, on veut lumière. Hein. Occulter, occulte, l'occulte. Mais il y a aussi dans l'occulte quelque chose, justement, une espèce de fil, comme la télépathie tout à l'heure. Un fil particulier. Hein. Et ce fil, c'est quoi? Ce fil, il n'existe plus tellement, sauf peut-être, à mon avis, dans ce que j'essaie de dire concernant la voix lyrique. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il me foute la paix avec les mises en scène un peu. L'opéra pour entendre. Qui? Eh ben, des voix. C'est pour ça qu'on a. C'est pas pour voir des décors, des machins, des matelas, des trucs. On s'en fout de ça. Hein? Hein? Ou alors c'est qu'on est quoi? Une audience matelas, c'est-à-dire qu'on vient là pour dormir. Ben, c'est pas exclu. Vous pourrez être endormi par le beau. Hein? Eh bien, cette dimension de l'occulte est intéressante. Pourquoi? Parce que justement, on y accède, parce que connaissait, parce que pratiquait, mais nous, avec le christianisme, c'est-à-dire avec le monothéisme, etc., tout ça a disparu. Hein? Les pères de l'Église, ils y sont allés, la Clément d'Alexandrie, notamment, ils ne connaissaient rien du tout sur le. Hein? Alors que c'est insupportable. Hein? L'initiation occulte de Dionysos, insupportable. Après, il en a dit un peu quelque chose, on en parlera la prochaine fois. Et la question pour les êtres parlants de ce moment-là, mais qui est toujours la même, puisque c'est des êtres parlants, c'est comment est-ce qu'il est possible un jour, c'est ça le contingent, un jour, d'accéder à quelque chose qui nous est interdit, puisque c'est le divin.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'il est possible de jouir, d'accéder à la jouissance maintenant? Bon, pas après, parce qu'après. Hein, maintenant. Et c'est toute l'histoire, je vais m'arrêter là-dessus, c'est toute l'histoire que vous connaissez sans doute, de Déméter, qui va donner en récompense aux habitants d'Éleusis, qui l'ont recueilli quand elle était découragée, etc. Parce que sa fille, Corée ou Perséphone, suivant la culture, avait été dérobée par qui? Par un dieu infernal, par Hadès. Alors, on voit bien comment ça marche, les Olympiens, là, hein, parce qu'il y a un moment où elle va d'abord être recueillie par le roi, puis alors, évidemment, elle est recueillie par le roi, et puis elle est chargée un petit peu, parce qu'elle est chargée de s'occuper de l'éducation du fils. Alors la mère, évidemment, les mères, elles savent, hein. La mère suspecte d'emblée qu'il va se passer quelque chose, et effectivement, il se passe quelque chose la nuit. Mais qu'elle initie un peu à quelque chose. Alors, elle est virée. Elle se retrouve, et à ce moment-là, elle menace de faire mourir tous les habitants d'Éleusis. Alors là, Zeus se dit, c'est pas possible ça. Parce que si elle se met à faire mourir les habitants d'Éleusis, qu'est-ce qui va nous adorer? Il y a un dialectique du maître disparu, il existe bien là. Qu'est-ce qui va nous adorer? Donc il envoie Hermès à toute vitesse là, chez Hadès. Il faut trouver une solution, il faut trouver un compromis, c'est pas possible cette affaire-là. Hein. Il a décidé qu'elle sera 4 mois, que Corée sera 4 mois avec sa mère, il y a le tiers de l'année, et puis 8 mois avec cet époux particulier, funeste, on va dire. Et en remerciement, elle transmet l'initiation au culte des 2 déesses. Ce sera le mystère d'Éleusis. Ou, on va dire par où, pour dire passer, c'est pour ça la passe, ça veut pas dire que c'est pas la même chose, par où passer où sont passés tous les grands grecs et ensuite romains, Cicéron notamment, etc. Puisqu'on disait que ça conférait 2 choses, la fécondité et la fertilité, enfin bon, il faudrait définir un peu les choses, c'est-à-dire la jouissance, c'est-à-dire la vie éternelle, d'une certaine manière. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour ce soir.